Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de philosophie générale consacré exclusivement à la notion de technique dans son rapport avec celle de nature. Avant d'en venir au texte qui va nous intéresser aujourd'hui, il faut que je fasse une petite mise au point sur la teneur exacte de la série de vidéos que je vais réaliser. En effet, avant ça, j'ai consacré une série de vidéos aux notions de travail et de technique, mais la technique n'était pas abordée pour elle-même en tant que notion, mais dans son rapport au travail. On a déjà établi dans mes précédentes vidéos que la technique venait du grec techné et pouvait soit être comprise par conséquent comme savoir-faire permettant l'efficacité dans le travail, soit comme ensemble des outils par lesquels le travail s'accomplit. On a vu notamment avec Hegel et Marx dans quelle perspective la technique pouvait en venir à se retourner contre l'homme et sa propre liberté, dans le cadre de la deuxième définition dont je vous parle. Cependant, la notion de technique est également étudiée à part en philosophie pour elle-même, donc il faut nécessairement que je lui consacre une série de cours à elle aussi et surtout que je développe un peu plus ces définitions abordées précédemment, ainsi qu'une autre définition davantage moderne de la technique, à savoir la technique comme technologie ou réseau d'innovation propre au savoir scientifique humain. Dans le cadre de cette troisième définition très importante, qui sera la conception la plus moderne de la technique que l'on va étudier, on va étudier ici les considérations éthiques concernant la technique, et on étudiera aussi des références dites contemporaines ou faisant partie de la période moderne, car les préoccupations autour de la technique, comme notion à part entière, sont assez neuves en philosophie et font parfois intervenir des préoccupations de type écologique notamment. Vous l'aurez compris, j'étudierai aussi la nature avec un grand N la plupart du temps, dans son rapport avec la technique, car c'est la maîtrise de celle-ci par le savoir scientifique humain, constituant en partie ce que l'on nomme la technique, qui soulève un certain nombre de problèmes, dont la plupart demeurent des problèmes tout à fait actuels. Évidemment, comme d'autres professeurs de philosophie, je suppose, je trouve que c'est une bêtise réelle d'avoir voulu enlever une notion comme le vivant et de l'avoir remplacée par la nature ou la science, sachant que la science ne se limite pas à la science expérimentale. En philosophie, c'est beaucoup plus large que ça, et la considération du vivant me semble grandement liée à la science, qui par sa grande diversité d'objets d'étude inclut de toute façon l'étude du vivant. Je ferai donc une série de cours audio sur la notion de vivant quand j'aurai terminé d'aborder le programme officiel actuel. Il en va de même pour l'histoire, voire l'interprétation d'ailleurs. Mais je ne ferai pas de série de cours sur la notion de nature pour deux raisons. La première raison, c'est que le terme de nature renvoie à tout et rien à la fois. Ce n'est pas réellement une notion, car on ne peut pas strictement circonscrire son champ d'étude, ce qui est le cas quand on parle de notion. Par exemple, si on parle de la nature au sens général du terme, on pourra désigner par le terme de nature tout ce qui est immuable et constant, et donc parler ainsi, comme l'ont fait de nombreux philosophes, de nature humaine, ou de ce qu'il y a de naturel chez chacun. Vous savez, l'expression chasser le naturel, il revient au galop. Bon, bah voilà, bah, ça vient de cette définition-là de ce qui est naturel et de ce qu'est la nature de chacun. Donc ce genre de considérations sont par ailleurs passées de mode, puisque de nos jours on veut nous faire croire que tout s'acquiert par le seul biais de l'éducation et du conditionnement social, comme si absolument rien n'était naturel. Pour ma part, je pense que c'est complètement idiot et ridicule, mais je vais pas perdre mon temps à en débattre ici. D'un autre côté, le terme de nature peut aussi avoir une fonction anthropologique et ne pas désigner que ce qui est général ou immuable, mais ce qu'il y a de premier chronologiquement chez certains peuples, ou même ce qu'il y a de premier au niveau ontologique, c'est-à-dire concernant ce qui est de façon radicale, et concernerait une essence des choses au sens large. À ces différents sens que je viens d'aborder, et la liste est longue, hein, je ne fais que vous montrer un très bref aperçu de tous les champs d'études possibles du terme de nature en philosophie, on peut rajouter, et c'est principalement ce sens-là que je vais traiter dans cette série de cours, la nature avec un grand N, comme tout ce qui ne résulte pas de la production humaine, et qui demeure la totalité de ce qui est indépendamment de l'intervention de l'homme. En fait, il s'agit de ce truc que l'homme ne cesse de saccager, dans lequel on retrouve des plantes, des animaux, une immense biodiversité,
plein de jolies choses que l'homme en vient ne plus considérer, si ce n'est de façon abstraite ou avec une certaine distance quand il allume la télé, qu'il regarde des documentaires. Bon bref, c'est donc de la nature comme entité à part dont je vais parler, en tant que cadre de vie dans lequel l'homme développe son existence et ses facultés, puisqu'il est un être naturel lui aussi. Il possède un organisme, donc par définition ce n'est pas une machine et il n'est pas distinct de ce grand tout qu'est la nature, même s'il aimerait parfois le penser, ce qui est une grave erreur sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. De fait, la technique comme ensemble des savoir-faire humains liés au progrès scientifique ainsi que l'ensemble des innovations dont l'humanité est capable a un impact nécessaire non seulement sur sa propre nature d'être humain, donc dans ce sens-là, mais aussi sur la nature avec un grand N, dans cet autre sens-là aussi. Marx disait déjà que par le travail, l'homme transforme la nature, mais il transforme également la sienne qui lui est propre. Le travail qui a lieu par le biais d'une technique, hein, selon qu'il développe ses facultés intellectuelles ou au contraire annihile celles-ci dans un système de production capitaliste. Mais bon, je vais pas revenir dessus, j'ai déjà consacré suffisamment de temps à Marx, allez voir les 2 vidéos où j'en parle si ça vous branche. Avant de progresser petit à petit vers la modernité au sujet de la technique, je vous propose un point de départ logique d'un point de vue conceptuel, mais aussi au niveau historique. Autant commencer par le commencement, en nous focalisant sur un texte assez connu de Platon, à savoir le mythe de Prométhée que l'on retrouve dans son dialogue Le Protagoras. Je sais bien que beaucoup connaissent ou croient connaître ce texte, mais je pense que c'est un classique qu'il faut nécessairement aborder dès qu'on parle de la technique. Rassurez-vous, si vous trouvez que mes références sont parfois trop classiques, je vous ai réservé quelques textes relativement inconnus et intéressants philosophiquement pour très bientôt. Vous m'en direz des nouvelles. Bref, dans le Protagoras, Platon a pour but de montrer que faire l'éloge de la technique est une position de sophiste qui est tout à fait dangereuse, Protagoras étant un sophiste, raison pour laquelle il développe le mythe de Prométhée qui va avoir un double objectif. D'une part, s'interroger sur l'essence même de la technique, sur sa nature, d'autre part, montrer quels avantages la technique confère à l'homme ainsi que ses limites. Ici, il faut comprendre la technique dans un sens très large. Il s'agit du savoir-faire humain permettant l'action efficace, ce à quoi renvoie l'étymologie grecque techné, et on ne peut pas réellement séparer cette définition de la faculté qu'a l'homme à développer des outils ou des inventions, puisque c'est cela qui permettra à l'homme d'agir ou de travailler efficacement justement. Bref, dans le mythe de Prométhée, on se situe dans la mythologie grecque, pour ceux qui auraient déjà quelques bases sur le sujet, au moment où les premières divinités ont cessé de régner, la première génération, Chronos, Gaïa, etc., et où la nouvelle génération de dieux gouvernée par Zeus est au pouvoir. Sauf qu'entre les hommes et les dieux, il y a une race intermédiaire en termes de supériorité si on peut dire, à savoir les titans, qui initialement résultent de l'accouplement entre la terre Gaïa et le ciel Ouranos. Or, ce sont 2 titans, Prométhée et Épiméthée, qui sont frères, auxquels a été dévolue la tâche de produire la création dite naturelle sur Terre. Épiméthée dit à son frère: «Laisse-moi faire, je vais créer les animaux et toi tu pourras venir voir à quel point je suis trop fort en venant faire l'inspecteur des travaux finis.» Ce que Prométhée accepte. Sauf que Épiméthée, étymologiquement cela signifie celui qui pense après coup, à l'inverse de Prométhée qui étymologiquement signifie le prévoyant. Bon, c'est un peu paradoxal parce qu'il a beau être prévoyant, il a pas, il faut croire qu'il avait pas prévu le fait que son frère c'est celui qui pense après coup, hein, bon. Mais bon. Hein, voilà, je dis ça en passant. Et vu qu'il est un peu étourdi, donc Épiméthée, il dépense toute son énergie dans le fait de doter les animaux d'organes naturels. Par exemple, les fauves ont des crocs et des griffes pour chasser leurs proies, les oiseaux des ailes pour voler et échapper aux prédateurs qui sont sur la terre, les poissons ont des nageoires pour nager et des branchies pour obtenir de l'oxygène quand ils sont sous l'eau, etc. Vous avez compris l'idée. Et il oublie de donner aux hommes des organes naturels qui leur auraient permis de survivre dans la nature au même titre que les animaux. Hein, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a pas d'organes naturels qui sont directement liés de façon apparente à nos besoins.
à la nécessité de survivre, contrairement aux animaux. Prométhée se dit alors qu'il a un frère pas bien malin et que ça va être à lui de rectifier le tir, étant donné que l'homme n'est pas naturellement doté des moyens par lesquels il va pouvoir survivre dans la nature. Il a pas de crocs, pas de griffes, seulement des mains avec des doigts, et il sait pas quoi en faire. Il sait pas quoi faire de ses mains, autant dire qu'il est mal barré. Bon bah justement, la technique qui est un savoir-faire lié à l'intelligence spécifiquement humaine, mais en fait on va voir qu'à l'origine c'est une intelligence qui est plutôt divine, va être son atout, qui va naturellement lui permettre de survivre dans la nature, même s'il ne possède pas d'organes naturels directement adaptés en vue de sa survie. Hein, Aristote dira d'ailleurs à ce propos dans des parties des animaux que la main, bah, c'est un outil d'outil. C'est-à-dire que sa main lui permet justement de manipuler différentes choses. Mais justement pour Platon, si la main de l'homme lui sert aussi bien à manipuler les différentes choses qui l'entourent avec autant d'habilité, à développer des savoirs, c'est parce qu'il a la technique. Donc Prométhée, pour transmettre la technique à l'homme, va commettre une chose qui va mettre très en colère Zeus. Il va dérober le feu sur le mont Olympe, qui symbolise la technique, avec l'aide d'Athéna, qui voyait l'intervention de Prométhée d'un bon œil apparemment, et qui ne sera pas puni par Zeus pour une raison que j'ignore, peut-être qu'il n'était pas au courant, on va savoir. Entre parenthèses, on pourrait réfléchir à la signification du feu qui a été choisi pour représenter la technique. Est-ce parce que le feu est une des toutes premières trouvailles de l'homme qui lui a permis de survivre? Est-ce que la flamme représente plus simplement la connaissance car on identifie souvent le savoir à la lumière, en l'occurrence ici la lumière naturelle qui provient du feu? Pour ma part, je pencherai un peu plus en faveur de la deuxième hypothèse, mais je n'en suis pas sûr, alors je vous la soumets pour être aussi honnête que possible envers vous. Bref, Prométhée dérobe le feu, symbolisant la technique. L'humanité devient alors bien plus intelligente et développe ensuite un savoir-faire et une autonomie qui fait qu'elle va savoir quoi faire de ses mains et développer toute une série d'outils et d'inventions qui vont permettre aux hommes de survivre dans la nature et de développer leur civilisation. En retour, Prométhée, qui en apparence passe pour un vrai héros pour l'humanité, puisque c'est grâce à lui que les ordinateurs portables et Internet sont nés bien des siècles plus tard par extension, hein, avant, Steve Jobs, il y avait, bah oui, hein, il y avait Prométhée. Bon bah en tout cas Prométhée il se fait sévèrement punir par Zeus, qui est sacrément grognon et l'attache à un rocher. Tandis qu'un aigle, l'aigle de Caucase, un aigle majestueux et certainement pas un corbeau comme le croient certains rigolos, vient bouffer régulièrement le foie de Prométhée. Donc non seulement Prométhée passe pour un héros, mais en plus pour un martyr. Au bout d'un certain temps, de nombreuses années, Zeus finit par se calmer un peu, et son niveau de colère s'abaisse, il finit même par avoir un peu de pitié pour l'infortuné Prométhée, et décide de le relâcher. Tandis qu'Hermès, le dieu messager qui sert d'intermédiaire entre les hommes et les divinités, descend sur Terre pour donner aux hommes deux dons indispensables pour compenser les dégâts qu'ils pourraient s'infliger à eux-mêmes avec la technique, à savoir la justice et la pudeur. Comment comprendre ce mythe et, euh, quelle en est sa signification et sa portée? Bah, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mythe est assez représentatif non pas seulement de la pensée de Platon, mais d'une certaine conception de l'humanité propre à la Grèce antique. Et c'est ça qui est intéressant quand on creuse un peu ce mythe, parce que ça nous renseigne sur l'état d'esprit des Grecs de jadis. En effet, les Grecs étaient très pieux et pensaient l'homme toujours par contraste avec la divinité. Un homme, c'est quelqu'un qui doit toujours développer son excellence, sans pour autant prétendre égaler les dieux. Le divin sert de norme transcendante à laquelle les hommes doivent se soumettre. Pour le dire autrement, cela veut dire que les Grecs de jadis avaient au moins l'humilité de reconnaître quelque chose de plus fort qu'eux, quelque chose qui est au-dessus d'eux, et de ne pas se prendre pour plus fort qu'ils ne l'étaient réellement. C'est la raison pour laquelle pour eux, l'hubris était la faute la plus grave qui soit, puisqu'il s'agissait de la démesure à l'égard des dieux, c'est quand l'homme justement veut égaler la divinité,
et c'est de cela dont Prométhée a fait preuve puisqu'il s'est opposé à Zeus pour faire en sorte que l'humanité puisse bénéficier de la technique. C'est la raison pour laquelle Platon se prononce en faveur de Zeus plutôt que de Prométhée, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, n'a pas le beau rôle pour les Grecs de l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que spontanément, on prendrait plus la défense de Prométhée à partir de nos valeurs modernes, alors que pour Platon ou n'importe quel grec, croyant de cette époque, Prométhée c'était juste un petit perturbateur arrogant qui a cru qu'il pouvait s'opposer à quelque chose de supérieur à lui, la volonté divine, raison pour laquelle il a été puni aussi sévèrement. Par ailleurs, il y a un parallèle intéressant à faire, encore une fois, avec la jeunesse dans la Bible. Je vous renvoie à ma vidéo sur où j'aborde avec un texte peu connu la conception du travail chez Platon, qui à mon avis est complémentaire et assez différente par rapport à sa conception de la technique. Bon bref, donc ce qui est intéressant en fait, c'est que Platon valorise le travail d'un point de vue humain, mais il déconsidère la technique puisque pour lui justement c'est trop beau pour l'homme. Il aurait même pas dû y avoir accès en fait. Et dans ma vidéo sur le travail, je sais déjà le parallèle justement avec le mythe de Chronos et la jeunesse dans la Bible. Bah là, on peut faire encore un parallèle concernant justement le fruit de l'arbre de la connaissance dont Adam et Ève ont bénéficié, puisque en voulant devenir plus savants, ils ont eux aussi été punis par Dieu en retour. On retrouve donc cette idée en s'intéressant aux histoires ou aux mythes de nos ancêtres, selon laquelle l'homme n'est homme qu'en restant en deçà d'une certaine mesure divine, sans chercher à concurrencer les dieux justement. C'est pour ça que Zeus a puni Prométhée ou que Dieu a puni Adam et Ève. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi justement avoir offert aux hommes la justice et la pudeur à la fin de ce mythe? Ça, c'est un point du mythe qu'il faut pas occulter, qui est important. Et bien précisément parce que la justice permet de faire preuve de mesure dans nos actes, et parce que la pudeur permet à l'homme d'avoir honte de lui et de ce qu'il est, de sorte qu'il puisse éviter cette fameuse hubris, justement. Que l'homme en vienne à développer la technique comme savoir-faire, lui permettant de survivre et lui conférant son intelligence, soit, c'est trop tard, on peut plus rien y faire, mais alors la moindre des choses maintenant, pour limiter un peu les dégâts, rectifier le tir, c'est de s'assurer qu'il ait en lui les moyens de ne pas en faire un mauvais usage. En effet, ce qu'il y a de très intéressant dans ce mythe et que l'on oublie peut-être parfois, c'est que ce que veut nous dire Platon au sujet de la technique, c'est pas seulement oh là là, elle est dangereuse pour l'homme, elle résulte de la démesure, il faut qu'il fasse attention maintenant qu'il en dispose. Non, ce que veut nous dire Platon, enfin plus profondément, c'est que la technique est de nature divine. Et ça, c'est vraiment fort parce que ça signifie que le fait que l'homme se retrouve dépassé par les innovations qu'il produit, en ne parvenant pas à en contrôler tous les effets possibles, eh bien cela vient du fait que la technique ne provienne pas de lui, ne soit pas de son ressort de façon justement naturelle. En fait, il y a une scission entre la nature de la technique et la nature humaine, vous voyez. Par exemple, on peut penser à Internet pour avoir un point de vue un peu plus contemporain et concret. Entre parenthèses, ça montre, comme je le répète régulièrement, que un texte écrit il y a des siècles et des siècles par un vieux philosophe barbu, surtout quand il s'agit de Platon, c'est toujours d'actualité quand on réfléchit en profondeur au sens du texte. Parce que bon, vous voyez, Internet, qui est l'archétype même du progrès technique, qui a vraiment marqué un tournant dans notre histoire, à côté de ça, il y a énormément de choses qui sont louables avec ça, mais bon, à côté, vous avez aussi les gens qui sont victimes d'un traçage permanent avec les cookies de navigation, vous avez ceux qui sont victimes de cyberharcèlement, etc. Les exemples ne manquent pas. Et ça montre justement que, en tout cas, si on donne sa chance à la théorie de Platon et si on veut la rendre un peu concrète, un peu actuelle, moi j'essaie toujours de montrer que la philosophie c'est concret et même quand on parle de métaphysique chez Platon c'est concret, faut arrêter. Il y a toujours un moyen de rattacher ça au réel. Ce que je veux montrer, c'est que justement, on peut en fait constater que si l'homme n'arrive pas à anticiper tous les effets potentiellement nuisibles de la technique, c'est justement qu'il n'a pas une maîtrise
parfaite et totale de ce savoir. En fait, pour Platon, si l'homme a autant de mal à maîtriser la technique, à la fois dans ses effets, dans son utilisation, c'est justement parce qu'elle résulte d'un savoir qui n'est pas le sien à l'origine. C'est ça qui est intéressant, le caractère divin de la technique dépasse l'homme, et c'est pour cela qu'il doit savoir faire preuve de justice et de pudeur, en retour, pour rester autant que possible un homme justement, et pas une sorte de faux dieu imparfait qui se brûle les mains à trop vouloir jouer avec le feu. Le feu symbolisant la technique dans ce mythe, je le rappelle, hein, c'est pas pour rien que j'utilise cette expression. Donc voilà, il faut bien faire preuve de justice et de pudeur, hein, et donc ne pas mettre des photos de ses fesses sur Facebook, hein, ça va de soi. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement un mauvais usage de la technique. Par conséquent, cette réflexion antique de Platon sur la question de la maîtrise de la technique nous amène à penser la maîtrise de la nature par le biais de celle-ci. En effet, si la technique est utile à l'homme, mais par sa nature surhumaine et divine tend à le dépasser, ne peut-il raisonnablement interagir avec la nature dans laquelle il est amené à survivre, qu'en restant homme précisément sans vouloir se prendre pour un dieu? Est-il exact de dire que le savoir-faire utile à l'humanité que constitue la technique est étranger par nature à cette dernière et que c'est pour cela que l'homme devrait s'en méfier? Faut-il ainsi se méfier de façon définitive de la technique ou bien simplement repenser notre rapport à celle-ci afin d'en faire le meilleur usage possible? Ce sont ces points que l'on abordera la prochaine fois avec un autre texte très connu d'un auteur très connu également, mais qui demeure plus que jamais d'actualité. En attendant, j'espère que ça vous a plu ou intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager mon contenu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et vous dis à très bientôt.